Bonjour à tous, bienvenue au Festival UOF. On débute officiellement dans quelques minutes. Alors n'hésitez pas à parler à vos amis qui sont peut-être pas avec nous aujourd'hui pour leur partager le lien YouTube pour qu'ils puissent assister à la diffusion du Festival UOF. Il n'est pas trop tard, mais sinon pour le moment vous pouvez nous dire dans les commentaires vous êtes où présentement, dans quel pays, dans quelle ville pour nous faire réaliser qu'il y a des gens de vraiment partout qui nous écoutent aujourd'hui et qui assistent à ce premier Festival UOF. Donc en attendant le début officiel du festival UOF, nous avons l'honneur d'accueillir Abel Maxwell, qui est un artiste francophone de l'Ontario, qui nous offrira quelques performances au cours de la diffusion. Nous allons justement écouter sa première prestation. Il nous interprète sa pièce « Ça va bien aller ». On écoute ça à l'instant. Regardez tout en avant et s'éloigner de ces tourments. La tempête va finir par passer, tout ça va se tasser. Tu veux tout laisser tomber, tomber, et enfin tout oublier, oublier. Sais-tu que pour mieux avancer, il faut tout bien gérer. Rien n'est impossible, mais rien n'est facile. Rien n'est impossible, mais rien n'est facile. L'adversité, la bonne volonté, tous tes efforts malgré les torts. Je sais que tu ne perdras pas pied, l'épreuve te rend plus fort. Un horizon difficile. Paraît que le temps arrange les choses, mais il faut que tu oses. Si tu persévères, oh, la vie est un mystère. Ah, que faut-il faire? Oh, reste pas sans rien faire. Ah, rien n'est impossible, mais rien n'est facile. Rien n'est impossible, mais rien n'est facile. L'adversité, la bonne volonté, tous tes efforts malgré les torts. Je sais que tu ne perdras pas pied, l'épreuve te rend plus fort. Ça va bien aller. 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 Et oui, c'était Abel Maxwell qui vient de nous présenter sa première prestation aujourd'hui pour sa pièce « Ça va bien aller ». Donc, je me présente, je m'appelle Éric Barrette, je serai votre animateur aujourd'hui. Et au courant des prochaines 90 minutes, nous allons faire un survol complet de ce que l'Université de l'Ontario français nous propose. Nous allons regarder les services, survoler des thématiques spécifiques à l'UOF et on terminera le tout avec un caout surprise. Donc, si vous voulez participer à ce caout, assurez-vous d'avoir un téléphone ou un appareil électronique pour pouvoir participer au caout et continuer de suivre la diffusion en même temps. Donc, avant de poursuivre avec la première thématique, on va se lancer avec François Blétou, qui est responsable du recrutement à l'université, également conseiller principal au recrutement et promotion des études à l'UOF. Donc, on l'invite, il pourra nous présenter la première thématique aujourd'hui. Bonjour François, ça va bien? Oui, bonjour à tous. On est vraiment ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui et bienvenue à l'Université de l'Ontario français. C'est une très, très grande première. L'Université de l'Ontario français va ouvrir ses portes le 7 septembre 2021 pour la première fois. Donc, c'est une décision gouvernementale de la province de l'Ontario d'avoir une université pour et par les francophones
pour la première fois et cette université est située à Toronto, qui est la capitale économique du Canada. Alors, vous savez, l'Ontario, c'est une des plus grandes provinces, donc c'est vraiment très, très intéressant. Alors, on a construit ce festival avec plusieurs thématiques. C'est très court, vous allez voir. On a des thématiques pour que ça aille vite. Et la première thématique, c'est un bloc sur les cultures. Et on va parler d'abord de la culture de l'identité francophone. Parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est probablement les mêmes valeurs, la francophonie. Et donc, on va vous expliquer un peu tout ça. La deuxième thématique qu'on va aborder dans ce bloc des cultures, c'est les cultures numériques. Et là, on aura l'occasion d'avoir effectivement une personne que je vais présenter quand je présenterai cette nouvelle thématique, qui est professeur et qui est responsable du pôle numérique. Alors, on a le plaisir d'accueillir maintenant Éric Barrette, qui est avec nous aujourd'hui, qui est expert en animation culturelle, et il va nous parler justement de la francophonie et de la francophonie en Ontario. Bonjour, merci François pour l'accueil. Et oui, Éric, c'est encore moi, le même qui vous parlait il y a de ça quelques instants. Je suis de retour maintenant pour vous parler de la culture identité francophone en Ontario. Donc, je ne sais pas si vous le savez, si vous choisissez l'UOF, vous allez faire partie de l'histoire puisque vous allez être parmi les premiers étudiants de cette université. Comme François le disait, l'université va ouvrir officiellement en septembre prochain. Donc, si tu es à choisir un parcours postsecondaire dès maintenant pour septembre, tu pourrais potentiellement être parmi les premiers étudiants. Et sinon, si c'est pour dans 1 an, 2 ans, ou peu importe, vous allez quand même faire partie des premiers étudiants de l'UOF. Et ce qui est intéressant de l'Université franco-ontarienne, de l'Ontario français, c'est que c'est une université qui est par et pour les francophones. Qu'est-ce qu'on veut dire par et pour les francophones? On veut dire que c'est une université qui a été demandée pendant plusieurs années par la communauté francophone de l'Ontario et qui finalement, après plusieurs années de discussion, a réussi à obtenir son université. Puis c'est vraiment la première université 100% francophone de la province. Donc, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent d'un peu partout dans le monde aujourd'hui. Donc, je pense que c'est important de mettre un contexte sur la création de l'Université de l'Ontario français. En fait, ici en Ontario, qui est une des provinces les plus populeuses, en fait, c'est la province la plus populeuse de l'Ontario, on compte présentement 625 000 francophones qui utilisent le français comme langue parlée à la maison. Donc, on peut dire que c'est clairement une langue minoritaire au pays et en Ontario aussi. En Ontario, ça représente 5% de la population de la province et ici, dans la région de Toronto et du sud-ouest, qui est la région juste au sud de Toronto, c'est plus de 100 000 personnes qui parlent français à la maison. Donc, si tu choisis l'UOF pour vivre ton parcours postsecondaire, eh bien, tu intègres évidemment un milieu académique francophone, mais également un milieu culturel, multiculturel, dans une des villes les plus multiculturelles du monde. On va l'apprendre un peu plus tard aujourd'hui, mais c'est près de 200 langues qui sont parlées à Toronto. Donc, c'est vraiment une des villes les plus multiculturelles. Puis, ce sera donc l'occasion de découvrir le milieu culturel franco-ontarien qui sera évidemment reflété au sein de l'Université de l'Ontario français. Puis comme je le disais, l'UOF est la seule université 100% francophone de l'Ontario. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et une fois à Toronto, l'UOF va permettre d'élargir l'espace francophone du Grand Toronto. Puis tout au long de l'année, c'est possible de bénéficier d'activités culturelles francophones aux 4 coins de la ville. On pense ici à la Franco-Fête de Toronto, qui est un gros festival de musique francophone à Toronto. Le Théâtre français de Toronto qui nous propose plusieurs pièces de grande qualité. Il y a également des théâtres d'improvisation pour découvrir de l'improvisation simultanée, des salons du livre, il y a des festivals de films aussi, et plus encore. Et ça, c'est sans compter le volet anglophone qui aussi est majoritaire dans la ville. Donc, c'est l'occasion de découvrir et de pratiquer cette deuxième langue, l'anglais, dans un milieu en français, mais avec aussi l'apport, évidemment, de l'anglais qui entoure
pas mal l'ensemble de la ville de Toronto. Donc, je pense que c'est un équilibre très intéressant. C'est que tu peux vivre ta francophonie, mais aussi en profiter pour apprendre une deuxième langue ou peaufiner l'anglais, qui est une langue qui vous intéresse peut-être. Évidemment aussi, l'UOF se veut un lieu qui représente la diversité francophone. Donc, tout le monde va se sentir à leur place et en sécurité à l'UOF. Puis ça, je trouve que c'est quand même intéressant parce qu'on sait que la francophonie a évolué beaucoup au courant des dernières années. On a des gens en Ontario qui forment cette francophonie-là, proviennent d'un peu partout dans le monde, comme vous aujourd'hui, qui sont à l'écoute de ce festival UOF. Donc, au final, si vous choisissez l'UOF, vous allez marquer l'histoire et être les premiers étudiants de cette université créée par et pour les francophones. Puis aussi, pour mettre en contexte rapidement tout cet enjeu-là de l'éducation en français en Ontario, je pense que c'est important de comprendre, sans faire un survol complet de l'histoire de l'éducation francophone dans la province, c'est que il fut un temps, pas si lointain, on parle d'environ 100 ans, pendant une période de près de 20 ans, l'enseignement du français a été interdit dans les écoles de langue française de l'Ontario. Donc, on pouvait plus enseigner tout court le français en Ontario. Donc, on a quand même plusieurs luttes au fil du temps qui a mené à l'obtention de cette université francophone. Puis ça, je pense que c'est important de comprendre que le français dans un milieu minoritaire, c'est pas nécessairement la même chose que si évidemment tu te retrouves en France ou que tu te retrouves dans certains pays d'Afrique où le français est quand même prédominant. Ça reste une langue minoritaire et qui doit se battre pour obtenir des services. Donc, vous allez avoir l'occasion de vivre votre académie dans cette université-là qui est créée par et pour les francophones et qui va venir répondre à un besoin spécifique de la communauté. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions en lien avec cette petite présentation, mais vous pouvez les poser dans le clavardage et quelqu'un se fera un plaisir de vous répondre. Sinon, c'est tout pour moi. Puis, merci d'avoir écouté et d'avoir découvert cette culture, identité francophone en Ontario avec moi. Merci. Monsieur est en sourdine, mais sûrement qu'il veut nous dire de bons mots. Mais merci beaucoup. Oui, merci Eric. Bonjour encore à tous, pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci pour ta présentation sur la culture identitaire francophone ici en Ontario, très important. Alors, je voudrais aussi, avant de passer le mot à Ella Hazard, mentionner qu'on a une pénurie de main-d'œuvre ici en Ontario pour les francophones. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'avoir une main-d'œuvre francophone. Donc, l'identité francophone, elle va aussi se nourrir par le travail. Les gens qui viennent étudier, mais qui vont rester également travailler au Canada, en Ontario, parce que nos principaux clients, c'est le Québec. Et en Québec, on parle en français. Voilà. Alors, c'est pour terminer cette session sur la culture et l'identité francophone, c'est effectivement... Alors, monsieur semble être un peu gelé présentement. Il semblait dire quelque chose de super intéressant, mais on peut quand même poursuivre sans son apport et accueillir la prochaine invitée qui viendra nous parler de la culture numérique. Elle s'appelle Ella Hazard. Elle est professeure et responsable de pôle d'études et de recherche culture numérique. Elle un des premiers professeurs aussi à l'Université de l'Ontario français. Donc, c'est super intéressant de l'accueillir pour nous parler d'une thématique qui nous touche toutes au quotidien. On va le constater rapidement avec sa présentation. On l'accueille à l'instant. Bonjour, Madame Zahar, ça va bien? Bonjour Eric, bonjour tout le monde, bon matin. Alors, dans la continuité de la présentation d'Eric, nous allons parler aujourd'hui de l'identité numérique. J'espère que vous voyez ma présentation. Alors, au niveau de l'identité numérique, avant ça, j'aimerais dire deux mots un petit peu par rapport au programme de baccalauréat spécialisé en culture numérique à l'UOF. C'est un baccalauréat de 4 ans. Vous avez 3 années de tronc commun où on va développer un regard critique par rapport à certains enjeux. On va pratiquer avec différents outils au niveau soit des arts technologiques ou des communications. Nous allons travailler selon une pédagogie par projet, ce qui est extrêmement demandé dans le milieu professionnel. Donc, vous allez être habitué à travailler selon une pédagogie par projet. On va travailler avec le milieu des entreprises et des organismes culturels francophones de l'Ontario. Et nous allons aussi
Par la suite, à la fin, vous pouvez choisir un cheminement soit au niveau des arts technologiques ou au niveau des communications. J'ai vu hier un commentaire, est-ce que l'UOF développe un programme en art? Oui, bien sûr, c'est dans le programme de culture numérique. Vous avez un programme qui s'oriente vers un cheminement au niveau des arts technologiques. Alors, par rapport à l'identité numérique, de plus en plus, donc, nous sommes confrontés à une certaine identité numérique parce que nous ne pouvons plus nous passer de l'utilisation donc des plateformes numériques pour pouvoir communiquer, collaborer, co-créer, partager, jouer, payer nos achats, etc. Mais étant donné que nous avons beaucoup de pratiques, alors notre identité numérique augmente aussi. Mais aussi, c'est que la technologie nous favorise. Donc, nos pratiques avancent, les technologies évoluent, et c'est le lien entre les deux qui fait que nous avons beaucoup plus de traces numériques sur le web. Alors, sans plus tarder, nous allons voir une petite vidéo d'introduction. Ce qui est important dans les programmes en général, le programme de culture numérique, c'est que souvent, on se base sur un phénomène social. Okay. D'ailleurs, Radio-Canada a couvert donc un phénomène d'identité numérique. Nous allons voir la vidéo pour par la suite analyser ça, développer un regard critique, regarder les outils d'analyse de cette identité numérique et pouvoir donc maîtriser un peu plus ce volet de culture d'identité numérique. Salut, moi c'est Sébastien. Hein? Moi aussi. Non, c'est pas mon jumeau ni mon sosie. Je suis sa version numérique. C'est impressionnant, hein? Eh bien, crois-le ou non, tous ceux qui sont sur Facebook, Snapchat, Instagram ou n'importe quel réseau social ont eux aussi une double identité. L'identité numérique. Ça fait pas si longtemps qu'Internet existe, mais veux pas, ça a complètement changé nos vies, surtout depuis l'apparition des réseaux sociaux. Un réseau social, c'est une plateforme numérique qui permet à ses membres d'être en relation entre eux. C'est vraiment pratique pour rester en contact avec les gens que t'aimes, même ceux que tu vois pas souvent, comme moi avec ma tante Sylvie. Il y a plein de beaux côtés aux réseaux sociaux, mais il faut faire attention. Il y a des pièges à éviter. Tout ce qu'on publie sur les réseaux sociaux laisse des traces et en dit beaucoup sur nous. C'est ce qu'on appelle l'identité numérique, la version de soi que l'on présente sur le web. On se construit une identité en fonction de qui on est, de comment on veut que les gens nous voient, avec les photos qu'on publie et ce qu'on dévoile de nous. Excuse-moi, Sébastien, je rajouterais qu'en tant que toi virtuel, je suis aussi composé des pages auxquelles tu t'abonnes, des mentions j'aime et de tout ce que tu commentes. Et ce qu'on publie sur les réseaux sociaux peut y rester longtemps, même si on les efface. Exemple, ça t'est déjà probablement arrivé de dire des choses que tu as regrettées. Une fois, j'étais fâché contre ma tante Sylvie. Puis sur le coup de la colère, j'ai parlé dans son dos. J'ai dit que sa lasagne était dégueulasse. Mais c'est pas vrai, je l'adore, sa lasagne. Oh. C'est pas la fin du monde, ça nous arrive tous de faire des erreurs. Mais maintenant, imagine que ce que tu as dit a été retranscrit et photocopié des milliers de fois et distribué à tout ton entourage. La lasagne de Sylvie est dégueulasse, signée Sébastien. Non, 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 hey, non, 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 non! Trop tard, il y a trop de copies, t'as perdu le contrôle. C'est un peu le risque qu'on prend quand on publie quelque chose sur les réseaux sociaux. On ne peut pas savoir ce que les gens vont faire avec ce qu'on y met. Alors, en gros, le guide de conduite sur les réseaux sociaux, c'est d'agir exactement comme tu le ferais dans la vraie vie. Premièrement, avant de publier, pose-toi la question, est-ce que je dirais vraiment ça en public? Si la réponse est oui, vas-y. Mais si tu as une hésitation, mieux vaut s'abstenir. Deuxièmement, refuse les demandes des inconnus. Imagine si dans la vraie vie, un inconnu venait chez vous et te demandait « Hey! Bonjour! J'aimerais ça voir vos photos de famille, connaître votre date de fête, savoir ce que vous avez fait en fin de semaine passée. Es-tu correct? » Non. Finalement, évite de partager des informations trop personnelles comme ton numéro de téléphone, ton adresse, ton école. Oh. Au fond, avoir deux identités à gérer, c'est pas si pire. Il suffit de faire preuve de jugement. Hey! Ou d'avoir une bonne connexion Internet.
Donc, comme vous voyez, l'identité numérique, c'est vraiment notre personnage dans l'espace numérique. Donc, nous avons donc, c'est la continuité de notre personnage du physique vers le numérique. C'est un petit peu faux de dire, ah, dans le numérique, je suis une autre personne, puis dans le physique, je suis une autre personne. Ça se rejoint quelque part, puis c'est ça quelque part qu'on va regarder. Tout d'abord, au niveau de l'évolution de notre identité numérique, comme je vous l'ai dit au début, c'est aussi l'évolution de ce que les plateformes et l'algorithme peuvent nous apporter en fait comme évolution de nos pratiques. Tout au début, on avait beaucoup plus un web qui est beaucoup plus vitrine. C'est à sens unique parce que c'est souvent des pages où on poste et c'est diffusé. Donc, il n'y a pas vraiment d'échange, etc. Et il n'y a pas vraiment d'usage des internautes. Donc, les informations sont vraiment à sens unique. Il n'y a pas beaucoup de traces à ce moment-là. À partir des années 2000-2009, ben là, on rentre dans le web collaboratif, les blogs, les médias sociaux, etc. Et ce partage-là, à travers les médias sociaux, etc., en plus du smartphone, qui est comme on transporte avec nous toutes nos données, on circule avec, etc., ben ça fait qu'on devient quelque part des prosumers, c'est-à-dire des producteurs et des consommateurs de contenu. Donc, à ce moment-là, on diffuse aussi du contenu. On laisse donc beaucoup plus de traces et cela permet donc d'avoir encore plus de partage et là, on ne sait plus nos données, où est-ce qu'elles circulent à un moment donné. Après ça, à mesure qu'on avance dans les années 2010-2020, ben c'est beaucoup plus un web sémantique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, c'est une masse d'informations en fonction des besoins des utilisateurs ou des usagers, notamment, par exemple, au niveau de la géolocalisation. Où je vais, je mets ma géolocalisation, je dis où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais, etc. Tout ça, c'est des informations que l'algorithme prend, puis il peut personnaliser quelque part ta pratique sur le web. Donc, il peut te permettre de donner un peu plus d'informations qui sont vraiment à l'image de ta personne. Et ça s'est accéléré Web 4.0 et même plus avec le web intelligent. Parce que là, encore plus, le contenu qu'on reçoit, OK, il est vraiment en fonction de nos requêtes. Donc, il y a vraiment une personnalisation ouverte et une immersion dans le web. Et ça crée encore plus de traces dans le numérique. Ce qui veut dire par là que comment je vais donc gérer mon identité numérique et donc ma réputation sur le web? Ben, il faut comme regarder un petit peu qu'est-ce que j'ai diffusé, le nom, le prénom, les adresses, etc. Il faut savoir que, par exemple, le code postal est une donnée extrêmement importante, surtout pour les publicités, les entreprises qui vendent du marketing, etc. Parce que ça permet vraiment de situer géographiquement une population, une communauté et de pouvoir identifier ses besoins. Donc, en termes de communication et de marketing, c'est une donnée extrêmement importante. Il est préférable, le moins possible, si vous ne voulez pas que ça se transmette trop dans le domaine du marketing, de diminuer la diffusion, en fait, de votre code postal. Mais il y a aussi tout ce qui est pseudonyme, avatar, votre adresse IP, etc., et les images, etc. On ne peut pas s'en passer de ces pratiques-là. Cependant, on peut quand même faire un certain lifting qu'on va voir tantôt. Maintenant, je voudrais voir un peu avec vous, de vous poser la question, selon Dominique Cardon, il a fait une classification en fait de notre identité. Quelles sont nos pratiques? Il a essayé de classer nos pratiques en fonction des différentes plateformes. Puis comment on agit par rapport sur ces plateformes-là. Est-ce qu'on est discret? Est-ce qu'on est très apparent? Est-ce qu'on se présente à travers un avatar, etc. Si vous êtes un post-it, ce qu'on dit ça, c'est-à-dire que les participants vont rendre beaucoup plus disponibles et visibles leurs données, même de géolocalisation. Donc, leurs activités professionnelles, etc. Si vous êtes beaucoup plus phare, donc une identité agissante, vous êtes facilement accessible parce que vous donnez accès à toutes
votre identité par rapport, c'est quoi vos communautés d'intérêt, c'est quoi vos pratiques, les amis, vos passions, vos engagements sociaux, votre réseau professionnel, vos contextes d'activité, d'achat, etc. Donc, c'est une identité très, très agissante où il y a énormément de traces numériques. Au niveau de l'internat Magica, c'est beaucoup plus des participants qui se présentent selon une seconde vie, si on peut dire, une seconde personnalité à travers leurs avatars. Ça, c'est beaucoup plus par rapport aux jeux vidéo surtout. Si vous êtes beaucoup plus une identité de clair-obscur, là, vous êtes beaucoup plus des participants qui dévoilent leur identité à travers un réseau social de proches. Donc, quand je vais dans mes préférences, par exemple, sur les médias sociaux, je vais me restreindre aux amis. C'est-à-dire que quand je publie juste à mes amis. Je ne publie pas aux amis de mes amis ou alors à un public large. Et si je suis par avant, c'est souvent des participants que vous voyez certainement dans votre réseau qui sont en ligne, mais qui ne postent presque rien. Donc, ils ont parfois même pas une photo de profil. Donc, ils créent un paravent et ils sont visibles pour pouvoir regarder ce que les autres postent, être au courant des nouvelles, mais eux, ils ne postent rien, ils ne sont pas très actifs. Il se pourrait que vous soyez civil et agissant, narratif et virtuel en même temps. Donc, vous pouvez voir dans quelle classification vous êtes pour voir un petit peu les traces. À mesure que vous êtes agissant, vous savez que vous avez beaucoup de traces numériques. Je vous parlais du lifting identitaire. C'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un lifting. D'abord de mon réseau, de ma communauté. Est-ce que je reste juste avec mes amis, les amis de mes amis, ou je crée toujours mon profil publiquement? Ça, c'est déjà par rapport à ma communauté. Maintenant, je regarde au niveau de mes données personnelles. Suis-je obligée de mettre où est-ce que j'habite, où est-ce que je travaille, etc. Ou est-ce que je peux juste me restreindre à ce que la plateforme me demande de faire, donc nom, prénom, adresse courriel, etc. Et au niveau aussi des données personnelles, est-ce que je dois publier systématiquement tout ce que je fais ou est-ce que je vais juste restreindre mes publications? Donc, c'est à vous de voir votre lifting identitaire, jusqu'où vous voulez aller au niveau des traces numériques. Maintenant, on est quand même en mesure de nettoyer ou pour aider donc ce lifting-là au niveau de nos traces numériques. C'est facile déjà de regarder sur Google. Vous allez sur Google ou d'autres moteurs de recherche et de mettre entre guillemets votre prénom et votre nom. Entre guillemets, c'est souvent lorsqu'on fait une recherche assez ciblée, on met les mots-clés entre guillemets. Regardez dans différents moteurs de recherche au moins les 10 premiers résultats. Et si vous voyez votre nom dans des plateformes que vous ne reconnaissez pas, vous pouvez envoyer un courriel puis voir s'il y a possibilité, si vous préférez enlever votre nom de la plateforme. Il y a aussi Images Google. Vous pouvez télécharger une ou deux images pour vérifier si ces images-là ont circulé, même dans la publicité. Donc, vous pouvez faire une recherche Images Google de quelques images. Et si vous voyez que vous n'avez pas autorisé les droits d'auteur pour l'utilisation de cette image-là, vous pouvez aussi écrire aux entreprises à travers les liens web. C'est ça qui est avantageux à travers la recherche sur Google ou dans d'autres moteurs de recherche, c'est de pouvoir retrouver quand même la circulation, où est-ce que l'image est allée. Vous pouvez aller sur Tenai Reverse. C'est intéressant avec Tenai Reverse parce que contrairement à Image Google qui ne vous dit pas c'est la même image où est-ce qu'elle a circulé dans plusieurs plateformes, c'est rare. Avec Tenai, on peut voir vraiment la trajectoire de l'image. Donc, il vous affiche un certain nombre de résultats d'une seule image, mais où est-ce qu'elle a été postée dans une multitude de plateformes. Puis là, vous êtes sûr que cette image-là, vous pourrez avoir tous les résultats de sa circulation. Vous pouvez aller revoir les paramètres de confidentialité sur les médias sociaux et de voir est-ce que vous restez public, qu'est-ce que vous donnez comme information, etc. En fait, l'idée, c'est plus d'établir une réputation plus positive à l'image de ma personne physique
en adaptant un petit peu mon comportement sur le web. Et là, c'est ça que je voulais un petit peu vous présenter à travers ce festival, qu'à l'UOF, on va développer des compétences pour pouvoir donc cerner les cultures numériques, des compétences par rapport au regard critique, des compétences par rapport au développement des pratiques, c'est-à-dire quels sont les outils qu'on utilise, tant au niveau des arts technologiques qu'au niveau de la communication. Des compétences, comment travailler en collaboration à travers une pédagogie par projet qui est utilisée dans le milieu professionnel. On va inviter des entreprises, etc. Ce qui va vous permettre, à la fin du programme, de pouvoir choisir parmi la multitude de métiers, parce que maintenant, avec le numérique, il y a beaucoup de métiers qui se créent, mais d'avoir des compétences transversales qui vous permettent de travailler dans une multitude d'emplois selon vos intérêts. Donc, on est centré sur les compétences et c'est la signature de l'UOF. Alors, merci Ella pour effectivement ce parcours de l'identité numérique. Donc, on va enchaîner avec de la musique et puis je vais reprendre avec la thématique programme et carrière. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Mais le loyer n'est pas payé. Y'a pas de saut métier en cours, tous après le papier. 4 heures du matin, moi je suis déjà réveillé. Je suis déjà réveillé, j'aurais tout essayé. Ils disent qu'ils m'aiment mais je ne sais pas ce qu'ils pensent tout bas. Ils cherchent le rein dans mon dos et me font des coups bas. Tu doutes, personne t'écoute. Longue nuit, les journées sont courtes. Je me rappelle où maman m'a dit les âmes se cherchent, mais l'amour doit nous guider. Ça, je le sais, je ne veux pas l'oublier. Oh, ils disent qu'ils m'aiment, mais je ne sais pas ce qu'ils pensent tout bas. Ils cherchent le rein dans mon dos et me font des coups bas. Tu doutes, personne t'écoute. Longue nuit, les journées sont courtes. Je me rappelle où maman m'a dit never give up. Maman m'a dit cherche, oh, tout le monde se cherche, ah, tout le monde se cherche, oh, tout le monde se cherche, ah, tout le monde se cherche, oh, tout le monde se cherche, ah, j'espère que tous ces instants ne seront sans regret. Maman m'a dit, never give up, maman m'a dit, never give up, maman m'a dit, never give up, maman m'a dit, never give up. Et oui, une bonne main d'applaudissements pour Abel Maxwell qui nous fait découvrir une autre belle chanson. Donc, si jamais vous voulez découvrir davantage de cet artiste, Abel Maxwell, n'hésitez pas à le suivre sur les médias sociaux. On vous partageait à l'instant comment le suivre. Abel Maxwell, comme c'est écrit au coin gauche de votre écran. N'hésitez pas à le suivre. Mais passons maintenant au prochain bloc du festival UOF. Il sera maintenant question des programmes de l'UOF et des carrières qui en découlent. Et pour nous en parler aujourd'hui,
aujourd'hui, accueillons de nouveau François Blétou, conseiller principal au recrutement et à la promotion des études. Alors, bonjour à tous encore pour ceux qui viennent de nous rejoindre et bienvenue à l'Université de l'Ontario français. Donc, c'est une session sur les programmes et carrières. Alors, avant de démarrer cette session, je voudrais qu'on parle de comment on peut changer tous ensemble le monde. Alors, ayons des rêves. Et je me suis posé 5 questions ce matin. Donc, et si on avait une université avec des étudiantes et des étudiants qui pourraient demain contribuer au design des villes et à l'ère de la transition numérique? Et si on avait une université avec des étudiantes et des étudiants qui sont en chemin pour changer le monde et le rendre plus inclusif, un monde dans toute sa pluralité humaine? Et si on avait une université avec des étudiantes et des étudiants créateurs, entrepreneurs, intéressés par les nouvelles technologies? Et si on avait une université avec des étudiants et des étudiantes qui vont contribuer à l'innovation économique et sociale? Et je voudrais ajouter une, et si on avait un jour avoir une université qui aide les étudiants à venir étudier en français et vivre en anglais à Toronto, puis une fois qu'ils auront leur bac canadien en poche, pouvoir rester travailler et vivre au Canada. Alors, est-ce que c'est possible? Ben oui, c'est l'Université de l'Ontario français. Alors, pourquoi venir étudier à l'Université de l'Ontario français? En 4 raisons. La première raison, Toronto. Toronto est donc la plus grande ville au Canada, c'est la capitale économique, et on a 3 vidéos à vous passer. La première vidéo concerne la ville de Toronto. La ville de Toronto est géniale et exceptionnelle pour tous les jeunes qui aimeraient venir étudier à l'Université de l'Ontario français. À cause de la diversité, il y en a pour tous les goûts. On est près du lac. On a accès à des restaurants, des cafés. On a la chance de s'épanouir. Si tu es une personne qui adore l'art et la culture, ici, on a des musées, des théâtres, des festivals, des grands événements, même en français. Si tu es une personne qui s'intéresse plus au sport, tu vas pas en manquer ici. Les fans des Raptors et des Maple Leafs, c'est votre endroit. Et si tu aimes faire des sports, tu as accès à des espaces à l'extérieur, des complexes sportifs et des équipes auxquelles tu pourrais te joindre. Et vraiment, pour un étudiant, la ville de Toronto est la ville parfaite pour apprendre et pour vivre au maximum sa jeunesse. Oui, merci à Koubra, qui est une de nos ambassadrices pour l'Université de l'Ontario français. Donc, merci à tous. Restez en ligne. On va passer la deuxième vidéo qui concerne la vidéo du quartier qui s'appelle le corridor de l'innovation, où va se trouver l'université. Vous allez voir, c'est un plein boom. Et puis, derrière, on aura une petite vidéo 3D de l'intérieur du campus qui est en construction. L'Université de l'Ontario français s'installe au centre-ville de Toronto, à 2 pas du lac Ontario, de Sugar Beach et au cœur du quartier de l'innovation. Toronto, 5e plus grande ville d'Amérique du Nord, est reconnue comme l'une des villes les plus multiculturelles du monde. Dotée d'une infrastructure numérique à la fine pointe de la technologie, l'Université de l'Ontario français occupera un espace ouvert et lumineux où les classes modulables et les espaces de travail adaptatifs créeront un environnement unique qui alliera enseignement, recherche et qualité de vie. Avec ses services tous sous un même toit, l'UOF offrira un guichet unique pour accompagner sa communauté étudiante par une approche personnalisée et adaptée à ses besoins. Et ce, tout au long du cursus universitaire. L'Université de l'Ontario français est fière de se joindre au riche paysage de la francophonie ontarienne et de contribuer à son rayonnement. Découvrez l'UOF au uontario.ca. Alors, on enchaîne avec la vidéo 3D de l'intérieur du campus.
parlé de Toronto, bien sûr, une des raisons de venir étudier. La deuxième raison, ça va être l'apprentissage unique en français. Alors pourquoi? Alors l'Université d'Ontario français, on n'a pas de discipline. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'inscrire en sciences politiques, en psychologie, en économie, par exemple, mais on va utiliser toutes les disciplines autour des pôles que l'on a définis. Donc c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on va voir que ça correspond à un vrai besoin pour développer les compétences. Alors vous allez avoir des cours, bien sûr, dans votre spécialisation, c'est-à-dire là où vous allez faire la majorité de vos crédits de cours, mais également vous allez avoir des cours concernant la recherche, l'intervention et la méthodologie, des cours de méthodologie. Vous allez faire beaucoup de projets, et là on a parlé de projets en groupe, projets individuels, c'est très important parce qu'avec les projets, vous allez effectivement travailler sur tout un tas de thématiques et justement développer de nouvelles compétences. Des ateliers professionnels, on va voir que dans les activités complémentaires, vous pourrez prendre jusqu'à 18 crédits au niveau des ateliers professionnels. Très intéressant, par exemple, comment faire un plan d'affaires, comment faire un communiqué de presse. Donc, ça va être très pragmatique, très orienté sur le marché du travail pour cette partie-là. Donc, on ne va pas simplement étudier, apprendre des choses, mais également développer des compétences et surtout être très orienté sur l'insertion socio-professionnelle. En 4e année également, vous allez faire un stage. La 4e année, c'est vraiment ce qu'on appelle l'année de l'intégration. On va se spécialiser. Vous allez faire un stage, un séminaire et bien sûr une spécialisation dans votre cours de spécialisation. Par exemple, si vous avez pris les cultures numériques, vous pourrez prendre en 4e année une des 2 spécialisations. Alors ça, c'est pour la partie pédagogie, comment c'est organisé. Bien sûr, c'est en français. Tout ça, c'est en français. Donc, tous les cours de A jusqu'à Z seront en français. Très intéressant parce que souvent, dans les universités bilingues, vous pouvez étudier, mais pas toujours en français, alors que là, tous les cours seront absolument en français. 3e raison pour venir étudier à l'UOF, c'est la taille humaine et inclusive de l'université. On va avoir une approche personnalisée et individuelle. On a des petites classes. Ce seraient des classes de 25, 30 étudiants au maximum. Les professeurs seront dédiés à l'enseignement et impliqués dans la recherche. Ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire qu'ils sont très accessibles. Vous les connaissez, ils vous connaissent. Vous pouvez communiquer avec eux. C'est très différent d'une salle où vous allez avoir 400 ou 500 personnes. Vous rentrez dans un amphi, vous êtes un numéro et personne ne vous connaît. Ici, au contraire, vous allez voir que vous allez pouvoir travailler en direct avec les professeurs. Et ça, c'est très intéressant en termes de résultats parce que vos résultats scolaires vont être tout à fait différents que d'être dans un amphi de 400 personnes. Puis, vous n'avez pas compris la leçon. C'est difficile. Également, on a un centre de réussite étudiante et puis toute l'équipe des services va vous l'expliquer juste après. Donc, je ne vais pas empiéter sur leur présentation, mais c'est très intéressant d'avoir un seul endroit qui va vous permettre de coordonner toutes les activités des étudiantes et l'expérience étudiante sur le campus. 4e raison pour venir à l'UOF, c'est l'accès facilité au marché du travail. Ça, j'en ai parlé un petit peu. Vous allez faire un répertoire de compétences durant les 4 ans. Donc ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que souvent, les étudiants attendent la 4e année pour se préoccuper de leur insertion socio-professionnelle. Là, vous allez pouvoir démarrer dès la 1re année, compiler toutes les compétences que vous développez à l'UOF, mais également celles que vous aurez grâce à votre accessibilité au marché du travail, parce que si vous avez un permis d'études valide, vous pourrez travailler jusqu'à 20 heures par semaine en dehors du campus, mais également des activités de bénévolat. Tout ça va être compilé dans ce répertoire de compétences, ce qui fait que quand vous allez chercher votre travail au bout de 4 ans, vous allez automatiquement piocher dans les compétences développées. Ça va faire de vous des étudiants beaucoup plus polyvalents et beaucoup plus adaptables au marché du travail, non seulement ici au Canada, mais également à l'international et pourquoi pas dans votre pays. Alors, qu'est-ce qu'on vient étudier à l'UOF? C'est le quoi. On a vu le pourquoi, venir, maintenant on est sur le quoi. On a 4 grandes thématiques. Aujourd'hui, on ouvre une université avec 4 grandes thématiques. On aura d'autres programmes, mais aujourd'hui, on n'a pas tous les programmes. La première thématique, c'est l'humain et ses diverses dimensions sociales. La première thématique, c'est la pluralité humaine. Alors, vous voyez ici, vous avez les thématiques. Donc, on ne va pas parler de psychologie, on ne va pas parler de femmes et genre, on ne va pas parler de linguistique. Par contre, toutes ces thématiques vont être traitées et on va prendre toutes les disciplines disponibles pour les traiter. En 4e année, comme j'ai expliqué, vous pourrez vous spécialiser ici, soit politique et gouvernance, soit pratique et médiation interculturelle. Donc, tous les gens qui veulent faire du droit, par exemple, après leurs 4 années d'études au Canada, ils veulent continuer en droit, s'ils veulent rentrer dans les gouvernements provinciaux ou fédéraux, s'ils veulent rentrer dans les institutions, les organismes, ils vont effectivement pouvoir, vous voyez ici, des exemples d'emploi. On a des fiches avec tous les exemples d'emploi. On en a un peu que quelques-uns ici. Pour vous montrer, effectivement, c'est un programme très large et très intéressant. Et le fait d'être bilingue, c'est un grand plus.
Deuxième thématique, les liens entre les cultures et les technologies d'aujourd'hui. Donc ça a déjà été présenté en partie, on va dire, c'était un tout petit segment de ce pôle-là par Elazar. Ça s'appelle donc les cultures numériques. Donc c'est le baccalauréat en études des cultures numériques. Vous voyez ici toutes les thématiques. Alors c'est très vaste, hein. On parle de la numérique, de l'écologie, on parle de l'artistique, les technologies, les pratiques, avec 2 concentrations de choix pour ceux qui souhaitent aller plus vers le web et le côté artistique, ou ceux qui souhaitent aller plus vers les communications. Vous pourrez vous spécialiser en 4e année. Bien sûr, c'est pour tous les postes en marketing, en communication, en recherche, en études de marché. Très intéressant parce qu'on a une pénurie de main-d'œuvre de gens bilingues qui savent parfaitement écrire, travailler dans les 2 langues. Encore une fois, je vous l'ai expliqué, notre premier client, c'est le Québec. Et donc, effectivement, le fait d'être à Toronto, c'est très important. Vous allez pouvoir travailler dans les 2 langues, mais le fait de bien parler en français est un grand plus, surtout pour ce baccalauréat, on va le voir. 3e sujet, la ville sous toutes ses facettes sociales et environnementales. Donc, effectivement, ça, c'est un des pôles les plus, on va dire, les plus nouveaux, on va dire, à Toronto, puisqu'il n'y a pas de programme francophone ici. C'est le premier programme francophone d'environnement urbain à Toronto. Très, très important. Vous voyez, on va parler des villes, on va parler de gouvernance, on va parler de transport. Et ça a énormément d'attrait pour les étudiants, que ce soit domestiques ou internationaux, parce que 60% de la population mondiale aujourd'hui vit dans les villes. Et on aura donc 2 concentrations au choix. Une concentration beaucoup plus orientée sur le design, donc comment on aménage les villes, comment les villes sont interconnectées, les villes intelligentes, ou les changements environnementaux. C'est très important, effectivement, d'intégrer l'environnement dans les villes et l'être humain. Quelle est sa place, effectivement? Alors, ici, vous avez une description un peu des types de postes que vous pouvez avoir, et on voit encore une fois la partie fonction publique, c'est-à-dire municipale, politique urbaine, développeur de marché vert, agent de durabilité. La liste est longue, c'est un programme très intéressant, très riche, très innovant. Encore une fois, c'est la première fois qu'ils vont pouvoir le faire en français. Donc, encore une fois, il y a vraiment un besoin de main-d'œuvre bilingue dans les municipalités, dans les villes. Et vous savez que la colonisation de Toronto, c'est plus de 6 millions d'habitants. Les liens entre l'économie et le changement social, dernière thématique. Donc là, on va parler d'économie, et la nouvelle génération de la génération Z, qu'on appelle génération Z, veut une économie qui ait un retour sur le social. Donc, c'était important qu'on ne voit pas l'économie que sous l'angle rentabilité, finance, bien sûr, c'est important. Comptabilité, tout ça, c'est important, il faut l'apprendre. Néanmoins, il faut également travailler sur la partie humaine et retour social. C'est pour ça qu'en 4e année, il y aura une thématique de spécialisation sur le travail et les ressources humaines, et l'autre sur les entreprises d'économie sociale, c'est-à-dire celles qui, effectivement, jouent le retour investissement social. Alors, vous voyez ici encore des exemples possibles d'emploi, agent de développement économique et communautaire, entrepreneur social, ressources humaines. Il y a énormément d'industries, que ce soit gouvernementales, éducatives, qui ont besoin de gens bilingues, bien sûr, dans tous ces pavés-là, parce que chaque pôle qui va être construit à l'UF va être lié effectivement avec un environnement de travail, avec des contacts, on a des services, des partenariats qui organisent tout ça. Quand vous allez arriver en 4e année, vous allez faire votre séminaire et votre stage, l'UF va vous aider justement à pouvoir pénétrer tout ce réseau d'employeurs et vous faciliter votre intégration. Alors finalement, l'UF, c'est pour qui? Eh bien, c'est pour et par les francophones, c'est ton université, c'est ton avenir. Merci beaucoup, François, pour cette belle présentation des programmes. Ça fait vraiment le tour de tout ce que l'UOF peut offrir comme programme. Assez intéressant, surtout de voir les débouchés aussi qui découlent de ces différents programmes. Donc, on passe maintenant à la dernière prestation d'Abel Maxwell, une prestation qui va nous faire bouger. Donc, si vous êtes à la maison et que vous avez le goût de danser, n'hésitez pas à le faire parce que c'est vraiment une chanson qui nous incite à danser et à bouger. On écoute ça à l'instant. Tout le monde veut danser, tout le monde veut bouger, tout le monde balancer, hey, hey, hey. Tout le monde veut danser, tout le monde veut bouger, tout le monde balancer. Tout le monde se préparait pour aller à la soirée. Mes amis m'attendaient, c'est la soirée de l'année.
Ma maman voulait prier et elle me dit tu ne sors pas, mais c'était la soirée que je ne pouvais pas manquer. On m'a dit de te téléphoner, je t'ai téléphoné. On m'a dit de te téléphoner, je t'ai téléphoné, mais on m'a dit que t'es très occupé, très occupé. On m'a dit de te téléphoner, je t'ai téléphoné. Tout le monde veut danser, danser. Tout le monde veut bouger, bouger. Tout le monde veut balancer, hey, hey, hey. Tout le monde veut danser, danser. Tout le monde veut bouger, bouger. Tout le monde veut balancer, hey, hey, hey. Une fois la nuit tombée, j'ai vu que maman dormait. J'arrangeais les oreillers, comme si j'étais couché sur la pointe des pieds, que je me suis en allé. Une fois arrivé, la fête pouvait commencer. On m'a dit de te téléphoner, je t'ai téléphoné. On m'a dit de te téléphoner, je t'ai téléphoné. Mais on m'a dit que t'es très occupé, très occupé. On m'a dit de te téléphoner, je t'ai téléphoné. Tout le monde veut danser, danser. Tout le monde veut bouger, bouger. Tout le monde veut balancer, hey, hey, hey. Tout le monde veut danser, danser. Tout le monde veut bouger, bouger. Tout le monde veut balancer, hey, hey, hey. T'en fais pas, tout va bien aller. Je sais que tout va bien aller. T'en fais pas, tout va bien aller. Je sais que tout va bien aller. T'en fais pas, tout va bien aller. Je sais que tout va bien aller. T'en fais pas, tout va bien aller. Je sais que tout va bien aller. Danser, bouger. Danser, danser. Tout le monde veut bouger, bouger. Tout le monde veut balancer, hey, hey, hey. Tout le monde veut danser, danser. Tout le monde veut bouger, bouger. Tout le monde veut balancer, hey, hey, hey. On m'a dit de te téléphoner, je t'ai téléphoné. On m'a dit de te téléphoner, je t'ai téléphoné. Mais on m'a dit que t'es très occupé, très occupé. On m'a dit de te téléphoner, je t'ai téléphoné. Bonjour à tous ou rebonjour à tous. Comme le dit si bien Abel Maxwell, on m'a dit de te téléphoner. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez nous téléphoner. Même si on est occupé, nous, on va répondre sans problème. Vous pouvez nous envoyer ça par courriel aussi. Sans problème, on va pouvoir répondre à l'ensemble des questions que vous avez peut-être suite aux diverses présentations d'aujourd'hui. Et parlant de présentation, maintenant qu'on a survolé les programmes, il est maintenant le temps de regarder quels services sont disponibles à l'UOF. Donc, pour l'occasion, accueillons Mélanie Lafrance, conseillère aux études et à l'expérience étudiante, qui sera suivie par la suite de Danielle Bennett, registraire et directrice de l'expérience étudiante. Donc, on accueille à l'instant Mélanie. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup, Eric, et bon après-midi, matin, après-midi, dépendant du temps que vous êtes. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce festival des études. Donc, aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps, quelques petites minutes, juste pour te parler des ressources et des activités que nous avons à l'UOF qui vont contribuer à ton bien-être durant ton temps avec nous. Donc, d'accord. Donc, parce que nous sommes une petite université à taille humaine, nous avons la flexibilité d'adapter nos programmes de soutien et de réussite pour répondre à tes besoins. À cet effet, nous avons créé le Centre de la réussite étudiante qui amène chaque unité de l'université académique et administrative pour assurer le bien-être de chaque étudiant. Donc, à part des soutiens de services académiques, tu seras accompagné dans ton cheminement de ta première année, car l'expérience à l'université peut être très différente de ta première année, comme de ta dernière année au secondaire. Nous avons aussi une thérapeute sur place. Si tu as besoin de parler à quelqu'un,
Elle pourra t'aider sur plusieurs sujets comme la gestion du temps, des problèmes de santé mentale, des accommodations, des difficultés familiales, relationnelles, juste pour en nommer quelques-uns. D'autres services de soutien pour ton bien-être, on inclut un programme sur la littératie financière pour te donner un petit peu plus d'informations, comment gérer ton argent, faire un budget, des choses comme ça. Il y a aussi des soutiens d'accessibilité, donc si c'est pour une situation de handicap, des troubles d'apprentissage ou des autres circonstances personnelles. Nous allons aussi définitivement prendre des mesures pour aménager ton parcours en fonction de tes besoins particuliers. Les activités physiques, ça c'est la deuxième chose qui est très importante à prendre en compte pour être sûr de faire attention à ton bien-être. Donc, il y a des accès à un gym. Nous avons le gym de George Brown College qui est direct à côté de notre campus. Donc, tu vas avoir accès à ce gym-là. Il va y avoir des activités de sport intramuraux aussi. Il faut que tu fasses des cours de fitness et juste en fonction de ton intérêt. Nous allons aussi organiser des activités telles que le ski alpin ou le ski de fond, le patinage sur place ou d'autres activités suggérées. Donc, juste sur ce point, tu peux toujours contacter le Centre de la réussite étudiante si tu souhaites faire une activité qui n'est pas encore disponible. Et nous allons travailler pour assurer que nous pourrions l'offrir si c'est possible, évidemment. Donc, pour terminer, un autre aspect important de ton bien-être qui sera particulièrement cultivé à l'UF, c'est le côté socio-culturel et identité francophone. On en a parlé un petit peu plus au début de cet événement. Et ton identité francophone est très importante pour nous et c'est sûr qu'on va faire des activités pour la cultiver. Donc, et aussi, d'après mon expérience avec les étudiants universitaires, l'un des aspects les plus marquants de l'expérience étudiante, c'est vraiment tout ce qui se passe après les cours. Donc, nous organiserons de nombreuses activités centrées autour de cette identité culturelle. Donc, par exemple, on va voir une pièce de théâtre au Théâtre communautaire de Toronto, on va participer à des micros ouverts, nous allons aussi avoir des soirées trivia et aussi des événements café culture. Donc, c'est tout pour moi, mais j'espère que ce bref aperçu de certains de nos services et activités montre que nous croyons au potentiel de chacun de nos étudiants et notre but est vraiment de fournir une expérience personnalisée et holistique qui contribuera à ta réussite et à ton bien-être. Donc, je vais te laisser mon adresse courriel ici, que tu vois à l'écran. Si tu as n'importe quelle question, n'hésite pas à me contacter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mélanie, pour cette belle présentation des services. Mais on poursuit encore avec les services et comme je le disais tout à l'heure, on accueille Danielle Bennett, registraire et directrice de l'expérience étudiante, qui viendra nous parler, elle, pour sa part, d'un autre volet des services qui sont disponibles à l'UOF. On l'accueille à l'instant. Bonjour, Danielle. Alors, bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui des finances ainsi que du logement. Alors, partons. La question la plus fréquemment posée, bien sûr, c'est combien est-ce que ça coûte pour fréquenter l'Université de l'Ontario français? Et sachez que nos droits de scolarité pour les étudiants à temps complet qui proviennent de l'international sont de 27 000 $ par année ou bien 13 500 par session. C'est le même montant pour tous nos 4 programmes et bien sûr, vous pouviez, on encourage le paiement en 2 portions. Alors, nos étudiants payent la première session à la fin du mois de septembre et l'autre session à la fin de janvier. Alors, comment financer ces études-là? Alors, il y a différentes possibilités. D'une part, on offre une bourse d'admission. C'est une bourse qui est pour absolument tout le monde qui s'inscrit à temps complet, peu importe leur statut au Canada. Et ce 1 500 $ sera délivré également en 2 portions. Donc, 750 à l'automne, 750 à l'hiver. Et c'est un peu une façon pour nous de dire un petit merci à tout le monde qui choisit l'Université de l'Ontario français. De plus, on offre un nombre limité de bourses d'admission pour le mérite académique. Ils sont de 5 000 à 6 000 $ pour l'année. Bon, c'est quoi les exigences pour dénicher une de ces bourses-là?
de un, faut figurer parmi vraiment le top de votre cohorte scolaire, peu importe votre pays d'origine. Ça doit être votre première demande ou votre la première fois que vous allez fréquenter un établissement post-secondaire. Donc, si vous avez déjà votre licence, déjà fait d'autres études universitaires, malheureusement, on peut pas vous octroyer ce bourse-là. Et la façon qu'on les choisit, nos boursiers, c'est d'une part sur invitation. Donc, une fois qu'on a fait une évaluation de votre dossier académique pour des fins d'admission, ceux qui ont vraiment un dossier qui est dans le top de leur cohorte, on va leur inviter à nous soumettre une demande de bourse. C'est vraiment de répondre à 2 questions. On aurait déjà évalué sur le côté académique que vous êtes vraiment un star académique. Et là, on veut savoir un peu plus à propos de votre projet d'études et comment l'Université de l'Ontario français figure dans ce projet d'études-là. Bon, allons-y pour parler un peu de logement. Je vais demander à Eric de nous montrer un vidéo, parce qu'une image vaut 1000 mots, n'est-ce pas, pour un peu prendre connaissance de notre résidence Parkside. Alors, comme vous avez pu constater, la résidence Parkside est une résidence style appartement. C'est une résidence, je vais l'appeler privée, dans le sens que c'est une compagnie qui gère ces appartements-là. Mais tous les résidents sont des étudiants et étudiantes qui étudient au postsecondaire. Donc, il va y avoir des étudiants de l'Université de l'Ontario français, il y a des étudiants de l'Université de Toronto, de l'Université Ryerson, du Collège George Brown et Centennial, pour en nommer que quelques-uns. Cette résidence-là se situe à environ une quinzaine de minutes de notre campus par autobus. Il y a aussi, pour ceux qui préfèrent, ils ont tout ce qu'il faut pour garder une bicyclette, votre vélo sur place et aussi pour le maintenir. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour le réparer si jamais. Alors, pour habiter à Parkside, il propose plusieurs options. Donc, c'est tous, comme je dis, des appartements. Donc, vous avez une avec une chambre à coucher, salle de bain partagée. Donc, il y a 2 lits doubles dans la chambre à coucher plus la salle de bain partagée. Celui-là est le 1260 par mois, plus le plan repas illimité de 3300 par session. Ça revient à 8340 par session. Il y a l'option le plus populaire qui est de 2 chambres à coucher avec un salle de bain. Alors, 2 personnes, mais au lieu de partager la chambre à coucher, vous avez chacun vos chambres. Celui-là revient à 8896 par session. Il y a aussi l'appartement studio
pour ceux qui préfèrent vraiment être à eux seuls, bien sûr, il y a une prime, n'est-ce pas, pour cette possibilité. Alors, c'est 12 056 $ par session. Ce qu'il faut comprendre dans la résidence Parkside, puisque c'est de style vraiment traditionnel, vous avez tous les services auxquels vous vous attendiez dans une résidence universitaire. Donc, les appartements sont tous meublés. Le Wi-Fi est inclus et dans votre appartement ainsi que dans les salles communes. L'électricité et l'hydro sont inclus. Le pavillon est sécurisé en tout temps, donc ça prend une carte d'accès pour entrer au pavillon. Il y a toujours quelqu'un à l'accueil, 24 heures par jour, 7 jours semaine. Il y a 2 centres d'entraînement à même le pavillon, la salle de jeu, terrasse avec barbecue. Donc, c'est vraiment votre appartement avec tout ce qu'il vous faut pour bien vivre à Toronto. Bon, il y en a qui vont trouver cela peut-être un peu trop cher à leur goût. Alors, on peut également proposer le Toronto Home Share Canada. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi dans les médias dernièrement, mais c'est devenu très, très populaire de faire un jumelage entre un jeune adulte et quelqu'un qui est plus âge avancé, on va dire 55 et plus. Donc, quelqu'un qui a 55 et plus a sa demeure à Toronto et est solitaire et a peut-être besoin d'un peu d'aide pour pouvoir rester dans leur demeure. Alors, ils vont proposer de louer une chambre pour entre 400 et 600 $ par mois, plus 7 heures de travail léger par semaine. Donc, quelques exemples de ce travail. Traiter le chien de la personne. Vous allez peut-être offrir de faire des tâches ménagères. Peut-être vous allez faire des commissions, aller chercher l'épicerie pour la personne. Et en échange pour ce léger travail, ben, on vous donne, la personne vous offre une chambre à prix assez modique. Il y a beaucoup de variétés dans l'offre, donc, mais la chambre est toujours privée. Vous allez voir que j'ai mis un astérix parce que pour pouvoir participer au Toronto Home Share Canada, il faut avoir déjà habité au Canada pendant 1 an de temps. Et ça, c'est en raison, bien sûr, du fait que pour le jumelage, les 2 parties concernées doivent se soumettre à une vérification des antécédents criminels. Pour pouvoir obtenir son antécédent criminel, ben, il faut déjà avoir habité au Canada pour que la GRC puisse effectuer cette démarche-là. Donc, si peut-être c'est le Parkside en année 1 ou une autre option d'appartement partagé ou autre, et là, peut-être en année 2, pour sauver un peu de ses sous, on peut regarder pour le Toronto Home Share. J'espère que vous avez trouvé cela utile. J'ai vraiment apprécié vous parler un peu plus de l'Université de l'Ontario français. Je suis disponible pour toute question. Mon courriel est très simple. C'est registraire, donc registraire, @ontario.ca. Et là, je vais passer la parole à Éric. Salut! Merci beaucoup, Daniel, pour cette belle présentation, encore une fois, des services et du côté financier et aussi du côté du logement. Je pense qu'on l'a vu dans la vidéo, la nourriture semble assez solide, merci, du côté de la résidence Parkside. Donc, ça peut être intéressant d'aller faire un tour de ce côté-là, si jamais vous voulez découvrir la bouffe qui s'y retrouve. Mais c'est pas nécessairement de ça dont Daniel voulait vous parler aujourd'hui. Mais quand même, on peut poursuivre tout de suite avec une présentation de Christophe Mutonji, qui est travailleur juridique communautaire pour le Centre francophone de Toronto. Il va venir survoler avec nous le côté peut-être plus en lien avec l'immigration, les visites d'études et ainsi de suite. Donc, on l'accueille à l'instant. Bienvenue, Christophe. Alors, comme je disais, j'ai bien suivi aussi toutes ces conditions d'admission, ces présentations sur le logement, la bouffe qui est super, toute l'ambiance,
les études qu'offre l'université. Félicitations. Et alors, j'encourage tous ceux qui veulent venir vraiment de l'extérieur pour venir étudier dans cette université. Alors, c'est la raison pour laquelle j'insiste, il vous faut un permis d'études. Alors, le permis d'études, c'est ce document qui va vous permettre d'étudier dans un établissement comme celui-ci, donc qui est un établissement désigné. Alors, il faut en faire une demande avant de venir au Canada. Alors, je vous signale, le permis d'études n'est pas un visa. Il ne vous permet pas d'entrer au Canada, mais vous devez en avoir besoin nécessairement pour commencer les études ici au Canada. Alors, quelles sont les conditions pour obtenir un permis d'études? Il faut être inscrit à l'université, donc. Vous devez fournir les preuves que vous avez les moyens de payer vos frais de scolarité. Et je sais que votre première demande, on pourra vous offrir une bourse, tant mieux, mais vous avez besoin de payer vos frais de scolarité, vos frais de subsistance pour vous et si vous avez les membres de la famille qui vous accompagnent au Canada. Alors, vous devez prévoir nécessairement les coûts de transport pour le retour. Si je parle de transport pour le retour, parce que vous devriez en plus convaincre un agent de l'immigration que vous allez quitter le Canada au moment de l'expiration de votre permis d'études. Alors, le permis d'études, pour l'obtenir, tenez-vous bien, non seulement il faut avoir terminé vos études chez vous, mais il faut aussi avoir un casier judiciaire vierge et être en très bonne santé. C'est très, très important. OK. Alors, mais si vous décidez de venir étudier juste pour moins de 6 mois, auparavant, on n'avait pas besoin de permis d'études, mais maintenant, en raison de la COVID, malheureusement, vous devez obtenir un permis d'études. Et vous ne pouvez fréquenter qu'un établissement qui a un plan d'intervention en réponse avec la COVID. Donc, les conditions se sont un peu durcies. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est obtenir le guide. Vous devez obtenir un guide, les guides d'instruction pour avoir un permis d'études. Et ça se trouve pratiquement dans toutes les ambassades de vos pays. Et vous pouvez aussi trouver ça en ligne sur le site de l'immigration. Est-ce qu'on peut passer au diapo suivant, si possible? Alors, le guide va vous aider à réunir toutes les pièces justificatives demandées. Et les formulaires contiennent pratiquement des questions précises qui vont vraiment faciliter le traitement de votre demande. L'essentiel, c'est d'être très, très attentif, ne rien omettre. Et puis, dans le guide, il y a la partie qu'on appelle aide. Quand vous cliquez sur cette partie, ça vous donne les détails ou les précisions sur ce qu'on exige dans tous les formulaires. Donc, c'est très, très important. Dès que l'université vous remettra votre lettre d'acceptation, vous pouvez appliquer alors pour le permis d'études. Alors, essayez d'être très, très, très attentif au guide et suivre tous les détails qui sont là-dedans, savoir quels sont les frais à payer, quels sont comment prouver que vous allez retourner dans votre pays d'origine. Et tout ça, c'est très, très important. Alors, je vous souhaite vraiment, vraiment de bien terminer vos études dans votre pays et de faire une très, très bonne demande de permis d'études. Et on se revoit ici à Toronto et je vous souhaiterai la bienvenue à ce moment-là de façon beaucoup plus appropriée.
Merci beaucoup, Christophe, pour cette belle présentation des démarches en lien avec l'immigration pour pouvoir s'intégrer directement à l'UOF. Et je rappelle que Christophe représente aujourd'hui le Centre francophone de Toronto, qui est un partenaire de l'UOF, un partenaire de première heure de l'UOF. Donc, c'est au nom du Centre francophone de Toronto que tu prends la parole aujourd'hui. Oui, un grand merci au Centre francophone. Je voulais effectivement encore insister parce que en fait, ils sont partenaires avec nous. Vous allez voir, ils vont offrir également des services donc très intéressants quand vous serez une fois arrivé à Toronto. Ça, c'est clair. Moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que votre démarche pour les permis d'études, il faut la démarrer uniquement que vous avez la lettre d'admission de l'UOF. Donc, on a simplement dû vous donner quand même un cadre pour que vous puissiez comprendre que venir étudier au Canada nécessite un permis d'études, puisque nos études durent plus de 6 mois et 1 jour, puisque c'est des études, un baccalauréat dure 4 années. Donc, c'est très, très important qu'on fera des sessions, on verra à la fin, je vous expliquerai, on fera des sessions entre mai et juin d'information et on intégrera un peu plus de temps pour poser des questions, ce genre de choses. Donc là, on est plus sur un format présentation. Donc, restez bien avec nous encore. Et voilà, je passe la parole à Eric qui va introduire la prochaine session. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup, Christophe, pour cette belle présentation. Et le festival UOF tire déjà à sa fin. Donc, je rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d'informations. On est là pour répondre à toutes les questions que vous pourriez potentiellement avoir. Donc, comme vous le savez, c'est déjà la fin du festival UOF. Donc, je cède la parole à François pour nous donner quelques mots pour clore cet magnifique événement. Le festival UOF, c'est parti. Oui, alors d'abord un grand merci parce que je sais que vous êtes loin, il est tard et probablement dans votre pays. Un grand merci d'avoir rejoint cette première session festival de l'UOF qui enclenche l'année. Donc en fait, mon message de fin, c'est changer le monde. L'université qui se crée au XXIe siècle, c'est une université pour changer le monde, changer la manière dont on fait l'éducation, changer dans la manière dont on pense, vous aider à effectivement étudier, peut-être un jour rester au Canada, c'est vraiment important et on veut faire partie de votre plan. Alors, quelles sont les prochaines étapes? En mai et juin, on aura des sessions spéciales internationales, alors internationales avec un S, s'il vous plaît, j'ai oublié, pour venir étudier au Canada. Et également, on affinera l'immigration, il y aura plus possibilité de poser des questions et des réponses. Donc, le meilleur moyen pour savoir quand est-ce que ces sessions auront lieu, bien sûr, on pourra vous informer puisqu'on a votre adresse courriel, mais vous pouvez nous envoyer déjà, en cliquant ici sur ce lien, on vous le remet dans la boîte de clavardage, les fiches pour avoir les programmes. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp, on vous donnera également ce lien, on pourra parler de votre projet si c'est nécessaire, et puis n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on est là pour vous. Voilà. Pour les informations, pour savoir pour les prochaines sessions, le mieux c'est de suivre les médias sociaux. Donc vous avez Facebook, donc uontario.ca, l'Université de l'Ontario français. Il y a Instagram également, Twitter, YouTube et LinkedIn. Donc, en général, on publie beaucoup sur Instagram et Facebook. Vous êtes sûr, Twitter, ça dépend, c'est plutôt politique. Vous pouvez nous suivre et en fait, toutes les sessions seront mises en ligne prochainement. Un grand merci encore une fois à tous, vraiment, et un grand merci également à toute l'équipe, à Eric, à toute l'équipe de l'UOF, Mélanie, Chériline, Daniel, Christophe également du Centre francophone, notre partenaire, vraiment des gens absolument incroyables. La francophonie d'Ontario est en marche et elle est en marche avec eux, avec vous. Au revoir.